Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vois qu'il y a pas mal de monde qui se connecte. Et bienvenue à ce meet-up des Comètes by Extia. Nous vous proposons aujourd'hui un événement très particulier. Donc, c'est vrai que nous, les Comètes, on est un outil de montée en compétences et de partage, mais on a vraiment à cœur de porter les valeurs de notre entreprise, dont la lutte contre les violences sexistes et sexuelles fait partie. Donc, on est très fiers de laisser la parole tout d'abord à Marie-Hélène, qui est chargée de projet RSE chez Extia, qui a organisé ce meet-up et qui va vous introduire le thème d'aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais revenir rapidement sur l'entrée en vigueur assez récente de notre accord égalité professionnelle et QVT, qui vient finalement entériner la volonté d'Extia d'inscrire son d'abord qui dans une approche résolument inclusive. L'objectif de cet accord, ce n'est pas de se limiter seulement à l'égalité professionnelle, mais c'est aussi de garantir un environnement de travail sain, inclusif et respectueux pour toutes et tous. Et nous mettons finalement un point d'honneur à lutter contre les inégalités et les discriminations, quelles qu'elles soient, pour parvenir à déconstruire les stéréotypes et les préjugés. Dans le cadre de cette démarche, et depuis novembre 2022, donc novembre dernier, nous avons noué un partenariat avec l'association Résonante, qui a pour but justement de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc pour ce meet-up, j'ai l'honneur de convier Diariata Ndiaye, donc Diata, qui est la fondatrice et la directrice de l'association, mais également la fondatrice de l'application Appel et membre du Haut Conseil à l'égalité. Diata, je te laisse la main pour cette exposition et sachez, donc pour les personnes qui suivent ce meet-up, que vous pouvez poser vos questions tout au long du meet-up grâce à l'onglet prévu à cet effet. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon meet-up. Merci pour cette introduction, merci pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous et de partager ce temps d'échange autour de la question des violences sexistes et sexuelles. Donc très rapidement, avant de commencer, je vais rapidement présenter donc l'association Résonante. C'est une association qui travaille sur deux axes. Donc sur la partie prévention, on crée nos propres supports d'intervention pour sensibiliser les 15-24 ans et le grand public de façon générale aux violences sexistes et sexuelles, et étant donné qu'on sait que c'est un sujet qui est assez compliqué, mais qui fait partie malheureusement de nos quotidiens. L'idée, c'est de trouver des supports adaptés et qui permettent d'aborder ces sujets de façon un peu moins conventionnelle. Et le deuxième axe, c'est de créer des outils concrets à destination des victimes. Et tous nos outils sont gratuits pour les publics. Donc, je suis vraiment ravie. Merci pour cette invitation. Ça a l'air cool de bosser chez vous. Je vois que vous êtes hyper nombreuses et nombreux, donc on va pas perdre de temps, on va y aller. Et n'hésitez surtout pas à poser les questions. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment malgré la thématique qu'on va aborder. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Nous, ça nous va parfaitement en tout cas. Ok. J'imagine que dans le chat également, c'est tout bon. Super. Donc, je vais vous partager un support. Vous me dites, je l'ai partagé un peu tôt tout à l'heure, vous avez dû l'apercevoir. Donc, a priori, c'est bon pour tout le monde, vous le voyez bien? Super. C'est parfait. Donc, le support que je vais utiliser, c'est un support qui s'appelle Fais pas genre. C'est une exposition, elle existe aussi en physique, et c'est un support qu'on utilise beaucoup lors de nos interventions, et l'idée, c'est d'aborder vraiment la question des violences de façon générale. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, les violences, alors, ça peut paraître assez bateau de le dire comme ça, mais les violences sont interdites. Donc, lorsqu'on parle des violences, on a en tête quelques chiffres, et l'idée, là, c'est de les rappeler, et c'est aussi de préciser que les chiffres que vous voyez à l'écran ne prennent en compte que les femmes âgées de 18 à 75 ans. Ça sous-entend que les chiffres qui concernent les moins de 18 ans et les plus de 75 ans ne sont pas là, et que la question des violences, elle concerne généralement les personnes en situation de vulnérabilité ou les personnes dépendantes. Donc, ça veut dire que les chiffres que l'on voit là sont une fourchette basse, une estimation de ce qui peut se passer. Donc, parmi ces chiffres, on a près de 303
303 000 femmes, pardon, victimes de violences intrafamiliales. Alors, quand on dit intrafamilial, c'est au sein de leur famille, dans leur couple ou de la part de leur ex-conjoint. Parmi ces femmes qui vivent, la plupart de ces femmes qui vivent des violences ont en grande majorité des enfants. Et donc, ces enfants qui sont concernés par des situations de violence intrafamiliale sont estimés à 143 000. Donc, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas représentatif du tout de la réalité, malheureusement. Et parmi les chiffres qu'il faut avoir en tête, là, mes chiffres ne sont pas à jour, on est plutôt autour de 96 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Et donc, on est à peu près à toutes les 6 minutes. Ça, c'est vraiment les chiffres, la fourchette basse, qui concerne les femmes victimes de violences. Si on parle des personnes de moins de 18 ans sur la question des violences sexuelles, par exemple, on est à un viol ou une tentative de viol toutes les 3 minutes. Donc, la prise de conscience qu'il y a eu autour de MeToo concernant les violences faites aux femmes a été une grande avancée, mais on a encore beaucoup de boulot concernant les violences faites aux enfants et les violences faites aux personnes âgées. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, je crois que tout le monde m'entend bien, parce qu'on a eu quelques réactions dans le chat, mais pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, je répète, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet prévu à cet effet. Ok. Donc, une chose importante à dire aussi, c'est que les violences sont volontaires. Tout simplement parce que les personnes qui font subir des violences savent à quel moment elles peuvent exercer ces violences. Généralement, elles le font de façon dissimulée. Ce sont des personnes qui, généralement, n'exercent pas ces violences à la vue de tous. Donc, ça sous-entend que les personnes qui commettent des violences ont conscience que ce qu'elles font est interdit. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on est victime de violences, ce n'est jamais de notre faute. Généralement, c'est le discours des auteurs de violences qui vont faire croire qu'ils ont une raison valable d'exercer ces violences ou de faire croire que c'est normal, alors que pas du tout. Donc, lorsqu'on est victime de violences, on a le droit d'être protégé, on a le droit de demander justice et réparation, mais on ne va pas trop rentrer sur la question de la justice et de la réparation parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Donc, je rappelle maintenant que les violences sont interdites. Alors, on a différents types de violences. Celles qui sont les plus connues, généralement, ce sont les violences physiques. Donc, lorsqu'on parle de violence physique, c'est de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. Donc là, on a quelques exemples, les coups, les blessures, les brûlures. Alors, généralement, ce qui est assez mal connu, c'est que le fait d'empêcher quelqu'un de se déplacer, les séquestrations, par exemple, d'empêcher quelqu'un de sortir, ça rentre dans la catégorie des violences physiques. Dans la grande catégorie des violences, on a aussi la question des violences sexuelles. L'idée, c'est, quand on parle de violences sexuelles, c'est le fait de profiter, de tirer profit, que ce soit un profit financier ou utiliser le corps d'autrui sans son consentement. Mais on rentrera dans le détail un peu plus loin. On a les violences verbales, généralement elles sont assez connues. Donc ce sont les insultes, les cris, les hurlements. Mais ce qui est assez méconnu, c'est la question des silences. Nous sommes des êtres sociaux et donc lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un, on a besoin et envie d'échanger. Et donc, le fait d'interdire à quelqu'un de s'exprimer ou le fait de l'ignorer, de ne pas lui parler ou de faire comme si la personne n'existait pas, ça rentre dans la catégorie des violences verbales et des violences psychologiques. La question des violences matérielles, elle est généralement assez méconnue. L'idée, c'est d'empêcher quelqu'un d'empêcher sciemment quelqu'un
d'avoir quelque chose qui lui permet de vivre dans le confort. Alors ce confort, ça peut être le fait d'avoir un lit, par exemple, le fait d'avoir accès à ses médicaments, le fait de se soigner, le fait d'avoir des clés qui permettent d'être indépendante, c'est-à-dire de pouvoir sortir et rentrer de chez soi comme on veut, c'est d'avoir les clés de la boîte aux lettres. Et donc l'idée, c'est vraiment d'exercer un contrôle sur tout ce qui est matériel. Et dans les violences matérielles, il y a aussi cette idée d'empêcher quelqu'un d'accéder à ses documents d'identité, par exemple, ou d'avoir son permis. L'idée, c'est de pouvoir contrôler et de mettre la personne dans l'inconfort. L'empêcher de manger, tout simplement parce que le fait d'avoir faim, c'est inconfortable. Le fait d'être malade et de ne pas avoir de médicaments, par exemple, c'est quelque chose d'inconfortable. Et il ne faut pas mélanger la question des violences matérielles avec les difficultés financières. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre la personne qui sciemment empêche quelqu'un de manger ou de se soigner et la personne qui n'a pas les moyens financiers d'apporter la subsistance à quelqu'un. Ensuite, il y a la question des violences psychologiques. L'idée des violences psychologiques, c'est de faire croire à la personne qu'elle n'a pas de valeur. Et donc, l'idée, c'est de soit l'humilier, que ça soit en faisant des remarques sur son physique ou sur ses capacités à faire ou à ne pas savoir faire les choses. C'est le fait de la menacer, de lui faire du chantage pour créer en fait une sorte de dépendance et de faire en sorte que la personne perde confiance en elle pour la mettre dans l'inconfort. Est-ce que ça vous va pour l'instant? Oui, merci Diata. Moi, il n'y a pas de question encore dans le chat, encore une fois, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des statistiques sur les violences les plus récurrentes parmi les 5 typologies que tu viens de nous présenter? Alors justement, j'allais enchaîner sur le fait que généralement, la question des violences, ce sont des combos. C'est-à-dire qu'avant d'arriver aux violences physiques ou aux violences sexuelles de façon générale, la première étape va être d'exercer des violences psychologiques. Donc, on va faire croire à la personne qu'elle est nulle, qu'elle est faible, qu'elle ne sert à rien, qu'elle fait mal les choses. On va l'infantiliser généralement. Et puis, c'est ce qui va permettre d'exercer, par exemple, des violences matérielles. Vu qu'on lui fait croire que la personne est trop maladroite ou qu'elle n'est pas digne de confiance, on va pouvoir justifier le fait de l'empêcher d'avoir les clés. On va justifier le fait de l'enfermer chez elle, par exemple. Et on va lui faire croire que c'est pour sa sécurité. Et donc, les violences psychologiques, elles s'exercent généralement par des violences verbales, mais aussi par des gestes, par des regards. Il n'y a pas besoin d'être insultant. Il n'y a pas forcément besoin d'être insultant pour mettre mal à l'aise quelqu'un. On peut le faire par un simple regard ou par des gestes. Et ensuite, généralement, quand on a fait croire à la personne qu'elle était nulle, qu'on s'est débrouillé pour l'isoler, parce qu'il y a aussi cette idée, dans la question des violences matérielles, il y a aussi cette idée d'isoler la personne. C'est à partir de ce moment-là que les violences physiques vont pouvoir s'exercer. Parce qu'on va aussi pouvoir se trouver des excuses pour exercer ces violences physiques. Et la question des violences sexuelles, généralement, elle arrive aussi parce qu'on fait croire à la personne qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Ok, merci Diata. Donc la question des violences, elle concerne tellement de monde qu'on peut classer toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous dans l'une de ces catégories. Et parfois dans plusieurs catégories. Donc on peut en être victime, on peut en être témoin, on peut en être auteur, on peut en être victime et témoin, on peut en être témoin et auteur, et l'un n'empêche pas l'autre. Et donc l'idée, c'est de se dire que
lorsqu'on est confronté aux violences, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin, c'est très compliqué d'agir parce que, pour plein de raisons. Soit parce qu'on est sous l'emprise de la personne qui nous a fait subir des violences, soit parce qu'on a peur de ne pas être cru, tout simplement parce que ça demande beaucoup de courage de dénoncer les violences que l'on subit. Et lorsqu'on est auteur de violence, généralement, on a été victime à un moment de violence. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les victimes de violence se transforment en auteurs de violence, mais la plupart des auteurs de violence ont été, à un moment donné, généralement pendant leur enfance, victimes ou témoins. Et en France, lorsqu'on est enfant témoin de violence, on est considéré comme... j'ai un truc qui a changé dans ma... Ah, ça y est, c'est bon. Lorsqu'on est témoin de violence, les enfants témoins de violence intrafamiliales sont considérés comme des co-victimes. Parce que ça a aussi des impacts d'être témoin de façon répétée de violence. La plupart des violences sont exercées par des personnes que l'on connaît, contrairement à ce que l'on peut croire. Ce sont des personnes qui sont censées nous protéger, ou ce sont des personnes qui ont une autorité réelle sur nous ou une prétendue autorité. Donc ça peut être les membres de la famille, les conjoints, les conjointes, les frères, les sœurs, les responsables hiérarchiques, les profs, les entraîneurs lorsqu'on fait du sport, toutes les personnes qui peuvent avoir une ascendance sur nous. Excusez-moi, vous pouvez mettre ça? Non, merci. Merci, excusez-moi. Et c'est aussi ce qui fait que c'est compliqué de dénoncer ces violences, parce qu'on a un rapport très direct avec l'auteur de violence. Donc, lorsque l'auteur de violence est notre conjoint ou un membre de notre famille, généralement, il y a quand même de l'amour. Et ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas concernées. Et donc, c'est compliqué de dénoncer ces personnes qui exercent les violences. Ou lorsqu'il y a un lien hiérarchique, c'est très compliqué aussi de dénoncer ces violences parce qu'on risque de perdre son travail, on risque de se retrouver sans ressources financières. Et donc, les personnes qui exercent ces violences ont bien conscience qu'elles ont un ascendant ou une supposée ascendance sur leur victime. Je me permets de te couper, Diana, parce qu'on a une première question Oui. qui nous est posée. Et la question est la suivante. Du coup, comment ont été calculés les chiffres présentés et comment reconnaître une violence de manière générale? Donc là, tu as deux questions. Ok. Donc, les chiffres qui ont été présentés sont issus d'une enquête. Alors, il y a eu une première... Alors, en France, on est très mauvais sur la question des chiffres et sur la question des enquêtes. On a eu une grande enquête en 2002 et une nouvelle enquête à grande échelle en 2018 qui s'appelle l'enquête Virage, qui a permis d'avoir des chiffres sur les violences subies par les femmes. Ensuite, les chiffres viennent des associations d'aide aux victimes, viennent aussi du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a différentes sources qui ont été réunies pour obtenir ces chiffres. Donc, ça, c'était la réponse à la première question. Et comment reconnaître les violences? La meilleure façon de reconnaître les violences, c'est déjà de bien connaître les définitions des violences. Ça, c'est la première chose. Ça va nous permettre de les nommer. Et puis, il y a quelque chose qui est hyper important et qu'on nous apprend très peu à faire, c'est faire confiance en nos ressentis. C'est-à-dire que subir des violences, c'est désagréable. Et donc, lorsqu'on a des ressentis, lorsqu'on se sent pas bien dans une situation ou lorsqu'on est au contact de quelqu'un, c'est souvent notre corps qui nous alerte sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas. Et c'est hyper important de faire attention et d'écouter ces ressentis et de bien connaître les différentes définitions des violences et les différentes formes de violence. Donc ça, c'est la meilleure façon de reconnaître les violences.
Et je vais étendre un peu la question. La meilleure façon de savoir si quelqu'un est victime de violence, c'est très simple, c'est de lui poser la question. Et donc ça peut paraître bête, mais lorsqu'on pose la question, lorsqu'on en fait un sujet, dans sa famille, avec ses amis, dans son couple, quand on pose la question de façon très claire, est-ce que tu as été victime de violence ou est-ce que tu es victime de violence? Généralement, les personnes qui sont victimes vont répondre parce que les victimes de violence parlent. Alors, on pense qu'elles ne parlent pas, mais elles attendent juste d'avoir une personne qui est prête à les entendre, qui sait que ça existe et qui va les croire. Donc moi, je vous invite à faire de la question des violences un sujet désagréable comme les autres, parce qu'il y a plein de sujets désagréables qu'on aborde. La question des maladies, c'est pas agréable, mais on en parle. Et donc, je pense que la question des violences, il faut aussi en faire un sujet, et un sujet régulier. Parce que, effectivement, lorsqu'on va poser la question, la personne, la victime va généralement se saisir de ce moment pour en parler, mais elle va peut-être aussi ne pas réagir à la première fois, mais lorsqu'elle aura envie de parler ou de dénoncer, ou lorsqu'elle aura le courage de dénoncer les violences qu'elle subit, le réflexe qu'elle aura, ça sera d'aller en parler à la personne qui lui a déjà posé la question. Donc l'idée, c'est de tendre la perche régulièrement parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles sont victimes de violences à un instant T et de reposer la question régulièrement, ça peut être utile. Mais je rebondis un peu sur ce que tu es en train de dire, parce que je pense que tu réponds un peu à la question qui a été posée dans le chat, qui est que faire finalement si une victime ne veut pas se faire aider? Alors, ce qu'il faut faire quand une victime ne veut pas se faire aider, alors c'est pas qu'elle ne veut pas se faire aider, c'est qu'elle n'a pas conscience qu'elle est victime de violence ou que ça ne va pas s'arrêter, que ça va aller en s'empirant. Et donc, c'est hyper frustrant d'avoir dans son entourage une personne victime de violence parce que nous, de l'extérieur, on voit bien la situation globale et la victime ne voit pas forcément ce qu'elle est en train de vivre. Donc, c'est hyper dur, mais la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'être patient et de tendre la perche régulièrement et d'envoyer, je sais pas, des petits, lorsqu'on voit un article, de le partager avec cette personne, d'en faire vraiment un sujet régulier et d'attendre que la personne prenne conscience. Ça sert à rien de la bousculer parce qu'elle va se fermer et puis ça sert à rien de secouer une victime de violence qui n'est pas prête à se sortir de sa situation tout simplement parce qu'elle ne voit pas encore le problème. Et ça, c'est hyper frustrant. Est-ce que du coup, en premier lieu, il serait préférable de commencer à en parler à la personne qui est responsable des violences? C'est aussi une question qu'on a eue dans le chat. Alors, c'est très compliqué de confronter les auteurs de violences et donc nous, on invite très rarement les personnes à le faire. Il y a des personnes qui le font, qui confrontent ou qui signifient à l'auteur de violence, lorsqu'elles sont témoins d'une scène, que ce qui se passe n'est pas normal. Lorsqu'on est témoin d'une scène et qu'on peut intervenir, l'idée, c'est de pouvoir le faire. Mais en réalité, c'est très compliqué. Nous, on incite très rarement les personnes à se mettre en difficulté avec les auteurs de violence parce qu'il ne faut pas sous-estimer la violence de ces personnes. Et donc, l'idée, c'est de ne pas mettre en danger les personnes qui interviennent. Nous, le message qu'on passe généralement, c'est de s'adresser à la victime et d'essayer de faire comprendre à la victime que si elle a besoin d'aide, on est à sa disposition, que si elle a besoin d'effectuer des démarches, on va pouvoir l'accompagner, qu'on est à ses côtés, qu'elle n'est pas seule. Mais ça demande beaucoup d'énergie de confronter les auteurs. Parfait. Attendez, une nouvelle question. Ah non, c'est tout bon. Bon, voilà. C'est bon, Dieta, on peut poursuivre et on est bientôt à la demi-heure, juste pour info. Ok. Donc, là, on a quelques stats donc, sur les auteurs de violence. Alors, pourquoi on pense que c'est important de montrer ça? C'est que sur la question des violences sexuelles, c'est celle sur laquelle il y a le plus de méconnaissance. Tout simplement parce que dans l'esprit des personnes lambda,
On pense que les auteurs de violences sexuelles, si on devait faire sa carte d'identité, et le moment où ça se passe, c'est plutôt la nuit, en sortie de boîte, alcoolisé, un inconnu qui agresse et qui viole une femme qui, elle aussi, est bourrée et en mini-jupe et qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'est pas du tout représentatif de la question des violences sexuelles. La plupart des auteurs donc sont des personnes que l'on connaît. La plupart des violences sexuelles ont lieu le jour. Et donc, il y a beaucoup de méconnaissances, tout simplement parce que les histoires ou les affaires les plus médiatisées sont celles-ci, sont celles qui font le plus peur, en fait, et celles qui, voilà, c'est celles qu'on voit généralement dans les infos. C'est lorsque, malheureusement, ça existe, mais c'est très peu représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Diata, j'ai une question. Donc, Alicia qui nous demande si tu sais, dans l'Union européenne, le process est-il le même pour dénoncer une violence ou est-ce que c'est différent dans chaque pays? Alors, c'est différent dans chaque pays. J'ai pas les spécificités, mais malheureusement, on n'est pas sur des lois internationales concernant les différents crimes et délits. Donc, chaque pays a ses lois, malheureusement. Mais dans la plupart des pays autour du monde, le viol est quand même interdit. Ce qui n'est pas le cas des violences physiques, par exemple. Il y a des pays dans lesquels les violences physiques sur son conjoint ou sur sa conjointe, enfin voilà, ne sont pas illégales. Alors, là, l'idée, c'est de rentrer plus dans les détails des définitions des différents types de violences. Donc, la question du harcèlement sexuel. Alors, dans la notion de harcèlement, déjà, il y a la notion de répétition. Donc, cette notion de répétition, ça peut être une personne qui réitère des propos ou qui réitère des propos à caractère sexuel, par exemple. Ça peut être des remarques sur le physique, je vais te faire telle ou telle chose, ou tes seins, ta poitrine, tes fesses, faire des commentaires sur les parties intimes de l'autre. Ça peut être soumettre des images à caractère pornographique, par exemple, à quelqu'un. Ça peut être des blagues à caractère sexuel. Et il y a vraiment cette notion de répétition. Donc, ça peut être une personne qui réitère ses propos, mais ça peut être une fois plusieurs personnes. Donc, il y a cette notion de harcèlement, sauf au travail. Au travail, il n'y a pas besoin qu'il y ait cette notion de répétition pour que ça rentre dans le cadre du harcèlement sexuel. Donc, la question du harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui existe et qui peut exister dans l'espace public, mais qui peut aussi exister dans tous les endroits où on est en contact avec du monde, comme au boulot, par exemple. Donc, sur la question du harcèlement, on est vraiment sur des images ou des propos. On parle pas de gestes, parce que à partir du moment où il y a une notion de toucher, on n'est pas sur le harcèlement, on est sur la question des agressions sexuelles, en fait. Sur la question du viol, c'est hyper important de bien la connaître, cette définition. Donc, la définition exacte, c'est toute pénétration sexuelle non voulue. Donc, on parle de la notion de consentement, mais on va faire un petit focus sur la question du consentement libre et éclairé, que l'on fait subir ou que l'on tente de faire subir. Donc, une tentative de viol, c'est jugé comme un viol. En fait, c'est pas parce que la personne n'a pas réussi qu'elle n'avait pas l'intention d'y aller. Et donc, ces pénétrations sont commises avec violence, menace, contrainte ou surprise. Alors, violence, menace, contrainte, c'est le fait d'empêcher que ça soit une contrainte physique, que ça soit en l'empêchant de sortir, que ce soit
en la menaçant avec une arme ou en la menaçant avec des mots, en lui faisant du chantage. Et la question de surprise, on est sur toutes les fois où on est en incapacité de donner son consentement libre et éclairé. Donc, quand on parle de surprise, on parle d'une personne qui dort, par exemple. On parle d'une personne qui est sous substance médicamenteuse, sous drogue, sous alcool, ou qui est en incapacité donc de comprendre la nature de la proposition. Donc, on peut notamment penser aux personnes qui ont un handicap mental, par exemple, et qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas en capacité de comprendre la nature de la proposition. La question aussi de la surprise, elle définit aussi lorsqu'on sort du cadre qui a été imposé dès le départ. Exemple, on peut être d'accord pour une pénétration vaginale et refuser une pénétration anale. Donc, lorsqu'on ne respecte pas le cadre qui a été fixé dès le départ, on est aussi sur la notion de surprise. Quand on parle de pénétration, on parle cette pénétration peut être faite avec le sexe, avec les doigts ou avec un objet. Et quand on parle des différentes voies, on parle des voies vaginales, orales ou anales. Et donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et quand on connaît bien cette définition, on comprend, parce que dans l'esprit de beaucoup, le viol concerne uniquement les femmes, on comprend mieux comment un homme ou les hommes peuvent être concernés par la question de viol. La question de l'inceste, c'est celle qui est la plus dérangeante et c'est la plus difficile à imaginer lorsqu'on est une personne saine. C'est lorsqu'on parle de violence sexuelle commise par un membre de la famille. Et donc, ce membre de la famille, ça peut être les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Alors, je crois que tout va bien, mais on avait une question dans le chat, Diata. Est-ce qu'on peut être responsable sans s'en rendre compte? Et si oui, que faire? Alors, responsable de violence, c'est ça? Auteur de violence, c'est ça? Je pense que c'est violence sexiste et sexuelle de manière générale. Notamment, entre parenthèses, c'était noté lorsqu'on pense que la personne est réceptive. Alors, la meilleure façon de savoir, c'est vraiment de discuter, d'échanger. Et donc, lorsqu'on pense que la personne est réceptive, c'est un peu flou quand même, c'est un peu flou comme situation. Donc, le mieux, c'est effectivement de poser la question ou d'en discuter. Et il y a des auteurs de violences qui s'ignorent, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les définitions des violences. Et donc, le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est les collégiens, lorsque, en cours de sport, ils mettaient des mains aux fesses aux filles. Je pense que si on avait utilisé le bon terme et qu'on leur avait expliqué que c'était des agressions sexuelles, je pense qu'ils auraient moins pris ça comme un jeu. Le jeu de l'olive, par exemple, ou le chabit, excusez-moi des termes, il est un peu militant, mais toutes ces choses-là, en réalité, quand on y pense, c'est quand même des agressions sexuelles et de mettre les bons mots, je pense que ça permet aussi aux personnes qui jouent, entre guillemets, de se rendre compte que ce n'est pas un jeu. Donc effectivement, il peut y avoir des auteurs qui s'ignorent, mais on parle plutôt de jeunes mal informés. Mais sinon, la plupart des auteurs de violence sont bien conscients de ce qu'ils font, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils le font de façon cachée. Et donc, s'ils n'avaient vraiment pas conscience, ils le feraient pas, ils le feraient en public. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée. C'est tout bon, merci Diata. Alors, sur la question des violences sexuelles, on est aussi... Alors, pourquoi le mariage forcé a été mis à cet endroit? Tout simplement parce que généralement, quand on parle de mariage, on parle aussi de relations sexuelles. Et donc, à partir du moment
où on a été forcé à se marier, ça existe encore, que ce soit dans certaines cultures, certaines traditions, pardon, ou même dans la haute bourgeoisie, la question des mariages arrangés entre familles, etc. Il y a cette notion de violence sexuelle tout simplement parce qu'à partir du moment où on n'a pas choisi la personne avec laquelle on souhaitait avoir des relations, on est sur on n'a pas donné son consentement et donc on est dans une situation de violence sexuelle. La question des mutilations sexuelles également, c'est le fait de retirer le clitoris ou les petites lèvres ou les grandes lèvres d'ailleurs des jeunes filles ou des jeunes femmes. Là, on est sur de la torture. Et donc, c'est un sujet qui, malheureusement, est encore d'actualité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a un médecin qui s'appelle Pierre Foldès qui a inventé une chirurgie réparatrice pour les personnes qui ont subi une excision et qui leur permet en tout cas de retrouver les sensations et de retrouver leur organe. Et ça, c'est quand même incroyable. Enfin, je trouve ça génial que ça ait été inventé par un mec et que cette opération soit gratuite et prise en charge à 100% pour les personnes qui en feraient la demande. La question de l'exploitation sexuelle, alors généralement, il y a un sujet sur la question de l'exploitation sexuelle. Il y a plein d'associations qui ne sont pas d'accord ou qui ont un avis différent. Mais nous, chez Résonance, on considère donc la prostitution et la pornographie. On met la pornographie en fait dans cette catégorie d'exploitation sexuelle. C'est le fait de tirer profit du corps ou de la sexualité de quelqu'un d'autre. Et donc, quand on parle de tirer profit, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est d'utiliser le corps pour son désir ou pour son plaisir personnel ou de se faire de l'argent en exploitant le corps, l'image et la sexualité d'autrui. Et donc, pourquoi on le met dans l'exploitation sexuelle? Parce que ce sont souvent des femmes qui sont victimes de ces différentes exploitations et la plupart de ces femmes sont sous l'autorité d'un macro, qui tire un réel bénéfice de l'exploitation de ces femmes. La question des cyberviolences, elle est hyper importante à aborder parce que pendant très longtemps, on a considéré que ces violences qui avaient lieu sur Internet, sur les réseaux sociaux, via son téléphone, via son ordi, que ce soit les appels, les menaces écrites, que ce soit le partage d'images à caractère sexuel. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était des fausses violences, alors que ce sont des vraies personnes qui reçoivent ces messages, qui reçoivent ces menaces, qui sont harcelées, et ce sont des vrais auteurs aussi. Et donc, c'est pas parce que ça se fait via un ordi, via un téléphone ou via les différents réseaux que ce n'est pas considéré comme étant de réelles violences, parce qu'elles ont aussi des conséquences sur les personnes qui les subissent. On arrive sur les conséquences des violences sur la santé. Donc, les conséquences des violences sur la santé, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes sont différentes. Donc, tout le monde, toutes les victimes de violences réagissent de façon différente, mais elles réagissent. Et donc, on s'en fiche de la question de la fréquence. Ça peut être, on peut avoir été victime de violences une fois, ou on peut être victime de violences à répétition. On ne peut pas savoir à l'avance les conséquences que ça va avoir sur la victime, tout simplement parce qu'on a des caractères différents et on est tous et toutes différentes. Ces conséquences, elles peuvent être physiques,
Ça peut être des douleurs physiques lorsqu'on est victime de violences physiques de toute façon. Ça peut être de la fatigue, des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, vomissements, comme on le dit, des troubles alimentaires. Euh, et et la question qu'on nous pose généralement à ce moment-là, c'est oui, ben moi j'ai mal à la tête, parfois j'ai mal à la tête, parfois j'ai mal au ventre, parfois j'ai mal au dos, et ça ne veut pas forcément dire que je suis victime de violence. Comment savoir si elles sont liées aux violences qu'on a subies? C'est que généralement, quand on va chez le médecin, on fait des examens et on ne comprend pas d'où viennent ces mots-là. Et donc, lorsque on ne trouve pas l'origine des mots que l'on a, on peut sûrement les relier aux violences qu'on a subies. C'est une des façons aussi de savoir si on est sur les conséquences des violences, c'est de faire attention à la fréquence. C'est-à-dire qu'on a des victimes de violences qui ont mal à la tête ou mal au ventre tous les jours, enfin tous les mercredis de 17 à 19 heures. Parce que c'était les violences qu'elles ont subies, c'était tous les mercredis de 17 à 19. Ça peut être lorsque la nuit tombe ou lorsqu'on est dans une situation particulière. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir à quelle fréquence arrivent ces troubles, lorsque ces troubles sont des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos, etc. Les violences ont des conséquences aussi sur la santé psychique. Et donc, ce sont des personnes qui sont généralement en dépression, qui ont des crises d'angoisse, qui manquent de confiance en elles, qui ont du mal à se concentrer et qui ont du mal à vivre, tout simplement parce que elles ont été atteintes psychologiquement. C'est très difficile parce qu'en plus, ce n'est pas visible. Et généralement, on a du mal à dénoncer. Enfin, ce qui est terrible avec la question des violences psychologiques, c'est quand on va essayer de les dénoncer, quand on va essayer d'en parler, même en les dénonçant, on se rend bien compte que ça peut paraître insignifiant. Et donc, c'est vraiment très compliqué pour les victimes de violences psychologiques, par exemple, de les dénoncer. Et donc, elles sont en très, très grande souffrance. Lorsqu'on est victime de violence, il y a vraiment, enfin, ce qu'il y a de très compliqué pour les victimes de violence, c'est que c'est cette sensation ou cette impression qu'elles sont en incapacité de se défendre ou elles ne se sont pas assez défendues. Mais ça s'explique par le phénomène de la sidération. Tout simplement parce que lorsqu'on est face à une situation qui est incompréhensible ou qui n'est pas normale ou qui est hyper violente, notre cerveau va nous protéger. C'est-à-dire que pour protéger les neurones et pour protéger son cœur, le cerveau va bugger en fait. Et ce bug, la façon la plus simple de vous faire comprendre ce phénomène, c'est le syndrome du lapin dans les phares. Je ne sais pas si des personnes conduisent, donc parfois on se retrouve avec un animal sur la route et en fait on a envie de lui dire mais dégage, j'arrive, je vais t'écraser si tu ne bouges pas. Et l'animal est en incapacité de réagir. Et donc le syndrome du lapin dans les phares, c'est un peu ce qui se passe. Et donc on se retrouve avec des personnes qui subissent des violences, qui sont incapables de réagir, mais ce n'est pas elles qui ont décidé de ne pas agir. C'est le cerveau qui a pris le relais, qui a sécrété une hormone qui va protéger le cœur et les neurones, mais qui va l'empêcher de réagir. Et ça, ce micro-phénomène de sidération, ça peut aussi nous arriver parfois lorsqu'on est avec un groupe d'amis, par exemple, on est là, tout le monde rigole, et quelqu'un sort une vanne, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en incapacité de répondre, on va rigoler, et puis quelques secondes après, on se dit, mais j'aurais dû répondre ça, pourquoi j'ai pas répondu ça? Parce que la chose arrive dans un deuxième temps.
Et donc, généralement, on regrette et on se dit, bon, la prochaine fois, je serai prête. Si on me dit ça, je répondrai ça. Et quand ça arrive à nouveau, ben, on n'est toujours pas prêt. Tout simplement parce qu'on ne contrôle pas ce phénomène de sidération. C'est le cerveau qui prend le relais. Euh, le problème du phénomène de la sidération, c'est que ça empêche le souvenir de se ranger au bon endroit, dans la bonne case dans le cerveau. Et donc c'est pour ça que la plupart des victimes de violences sont en boucle et revivent à l'identique les violences qu'elles ont subies, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des violences physiques ou que ce soit des violences psychologiques. Ce sont des personnes qui vont entendre en boucle les mots, les phrases assassines, etc. Tout simplement parce que au lieu de se ranger dans le bon endroit, c'est un souvenir qui va se balader et qui va être réactivé par différents stimuli. Ça peut être une voix, un parfum, une ambiance, une odeur, une heure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, les victimes vont revivre à l'identique les scènes de violence ou les propos violents. Et ça, c'est terrible à vivre parce que si elles ont eu peur, elles vont avoir peur. Si elles ont eu mal, elles vont avoir mal, etc. Et ça, c'est très compliqué pour les victimes et c'est la raison pour laquelle elles cherchent des solutions pour apaiser leur cerveau et essayer d'oublier. Et généralement, ce qu'elles utilisent, ce sont des drogues, l'alcool, et ça peut être aussi un phénomène qui est assez mal connu, c'est ce qu'on appelle les conduites dissociantes anesthésiantes. Et donc, l'idée, c'est de se remettre dans des situations de danger, et ça, c'est vraiment inconscient, c'est se remettre dans des situations inconfortables ou dans des situations de danger ou d'être en contact de personnes qui vont leur faire du mal, tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que en étant en danger, en étant en insécurité ou en étant face à une situation dangereuse, elles vont refaire disjoncter leur cerveau. Et en faisant redisjoncter le cerveau, elles vont à nouveau sécréter cette hormone qui apaise. Et en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux. Et ça, c'est un phénomène qui est hyper important à comprendre parce qu'il permet de ne pas juger les victimes de violences et de ne pas rajouter des violences aux violences qu'elles subissent. Parce que souvent, on va dire oui, non mais attendez, en même temps, cette personne-là, elle le cherche, elle se retrouve toujours avec le même profil de gens, elle se retrouve, elle fait des choses qui sont inconscientes, elle se bourre la gueule, elle se retrouve toute seule dans la rue, etc., etc. C'est juste que c'est un phénomène qui est aussi inconscient et qui s'appelle donc, ce sont les conduites dissociantes anesthésiantes. Ce sont des personnes qui vont par exemple se scarifier, tout simplement parce que lorsque tout va bien, il nous vient pas à l'idée de nous faire du mal. Donc les personnes qui vont se scarifier, elles vont réellement ressentir une sensation de bien-être parce qu'en faisant ça, elles font à nouveau disjoncter leur cerveau. Et donc elles se font du mal, mais elles ont l'impression que ça leur fait du bien parce qu'en réalité, ça leur fait quand même du bien. Donc l'idée, c'est de mettre fin à ce cercle vicieux et d'être accompagné par des spécialistes parce que ça ne vient, enfin, lorsqu'on a mal aux dents, tout le monde va chez le dentiste sans problème. Lorsqu'on nous blesse, on n'a aucun problème à aller voir des différents médecins. Lorsqu'on est victime de violence, c'est quelqu'un qui nous fait subir des choses qui ne sont pas normales. Ça a des conséquences sur notre santé psychique et on a besoin d'un accompagnement psychologique et parfois psychiatrique. Et ça ne veut pas dire qu'on est fou et qu'on est faible. Giata, on a une question dans le chat pour savoir ce que tu penses, toi, de la méthode EMDR, justement, pour mettre ces scènes traumatiques au bon endroit dans notre cerveau. Alors, moi, je ne juge aucune méthode, tout simplement parce que toutes les méthodes sont bonnes. Il y a des personnes pour qui le EMDR fonctionne très bien, et donc tant mieux. Et puis, il y a des personnes qui sont plutôt sur des temps longs, des suivis, d'autres formes de suivi. Et donc, moi, je trouve que toutes les méthodes qui permettent d'apaiser les victimes sont bonnes, tout simplement parce que tout le monde est différent.
Donc, il y a aussi des méthodes artistiques qui se développent. Il y a de l'escrime thérapeutique, il y a de la danse thérapeutique. Donc, il y a plein de formes différentes. L'idée, c'est que la personne trouve la formule qui lui convient. Et donc, cette méthode de l'EMDR, moi, je ne suis pas, enfin, je ne suis personne pour juger cette méthode. Elle fonctionne très bien pour certaines personnes et pour d'autres, ça ne marche pas. Donc, à chacun et chacune de se diriger vers la méthode qui lui convient le mieux. Donc, le plus important, c'est de se dire que lorsqu'on est victime de violence, déjà, on n'est pas seul. Et c'est généralement ce qu'on essaie de nous faire croire ou c'est ce qu'on a essayé d'instaurer. C'est-à-dire que généralement, les victimes de violence sont isolées, on les empêche de travailler ou elles sont mises au placard. Mais c'est de bien garder en tête qu'on n'est pas la seule personne à vivre ces violences et qu'on n'est pas seul pour trouver des solutions. Moi, je voudrais m'adresser à toutes les personnes donc, qui sont présentes. Sur les 63 personnes présentes, il y a malheureusement au moins une personne concernée parce que ça touche énormément de monde. Et donc, nous, le message qu'on porte, c'est d'arrêter de demander aux victimes de faire les choses seules ou de se débrouiller toutes seules. Et donc, on s'adresse surtout à toutes les personnes qui ne sont pas victimes de ces violences et qui ont cette capacité de tendre la main, d'en faire un sujet, d'aller chercher de l'information et d'être le bon compagnon en fait de ces victimes-là. Donc, lorsqu'on est victime de violence, on n'est pas seul. Des solutions existent. Il y a tout il y a tout un écosystème d'associations. Il y a plein de portes d'entrée différentes. Donc, ces associations, elles peuvent être, on peut aller à leur rencontre, on peut les appeler, on peut chatter avec elles. Et ce qui est important, c'est de respecter le rythme des victimes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper frustrant. On a envie de faire à la place de la victime, on a envie qu'elle comprenne tout de suite. On est souvent maladroit, mais vraiment notre rôle, c'est de tendre la perche, d'aller chercher des informations et surtout d'être disponible pour toutes les personnes qui malheureusement sont concernées par la question des violences. Et je veux aussi rappeler aux auteurs que c'est interdit et de leur dire d'arrêter parce que ça peut paraître bateau, mais la plupart des auteurs de violence, personne ne leur dit stop. Donc, tout à l'heure, il y avait cette question sur les auteurs de violence. Si on sait que son frère ou sa sœur est auteur de violence et qu'on est proche, on peut aussi en faire un sujet. Là où c'est compliqué, c'est d'intervenir auprès d'un auteur de violence qu'on ne connaît pas, etc. Mais si parmi vos proches, il y a des auteurs de violence, peut-être que eux non plus, peut-être qu'il est intéressant, il peut être intéressant d'échanger avec eux, de voir ce qu'il en est, mais on privilégie toujours la victime de violence en lui rappelant que c'est interdit et en lui rappelant qu'on est à ses côtés si elle a besoin d'aide. Du coup, Diata, je rebondis sur ce que tu dis justement sur le fait que les violences sexuelles sont l'affaire de toutes et tous. Et pour rappeler du coup aux personnes présentes sur ce meet-up que Shexia, si vous êtes victime, témoin justement d'une situation problématique attrait à ces questions, on a mis en place un nouveau processus et que vous pouvez vous rapprocher de l'un ou l'une de nos référentes prévention et qu'on a une adresse mail qui centralise ces 3 référents qui sont Vicky, Clément et Morgane. Donc, vous pouvez nous contacter à signalement, avec ou sans S, on a les 2 maintenant, à textia.fr. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et si tu me permets, Diata, j'ai une dernière question dans le chat, une question qui regroupe 3 questions. Du coup, la question, c'est pourquoi certains ou certaines sont plus susceptibles d'être victimes de violences que les autres? Comment changer la donne? Et comment combattre ces violences et ne plus en avoir peur? Alors, malheureusement, tout le monde est
susceptibles d'être victimes de violence? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un profil type de victime de violence. Alors, effectivement, lorsqu'on est enfant, il y a plus de risques d'être victime de violence de la part d'adultes parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une dépendance et un adulte peut plus facilement exercer les violences sur un enfant. Pareil sur les personnes âgées, ce sont des personnes vulnérables, donc elles seront moins en capacité de se défendre. Mais sinon, sur la question des violences faites aux femmes ou des violences intrafamiliales, ou même les violences au sein du couple, tout le monde est susceptible d'être victime de violences parce que rappelez-vous que la première étape, imaginons que j'ai face à moi une personne à fort caractère, hyper indépendante financièrement, indépendante dans sa vie, ben, lorsqu'elle va croiser le chemin d'un auteur de violence, la première chose qu'il va faire, c'est de lui faire perdre confiance en elle, c'est de l'empêcher d'avoir accès à son argent et de l'isoler. Donc en réalité, tout le monde est malheureusement susceptible d'être victime de violence. Par contre, là où il y a ce qu'on appelle un continuum des violences. On sait par exemple que lorsqu'on est victime de violence pendant son enfance ou son adolescence, il y a de grands risques qu'on se retrouve dans une situation de violence une fois adulte, parce qu'on n'aura pas pris en charge la situation assez tôt, et donc on est dans un continuum. On sait par exemple que la plupart des victimes de violences sexuelles, que certaines, je vais reformuler, que certaines victimes de violences sexuelles peuvent se retrouver dans des parcours en lien avec la prostitution et avec la pornographie. Tout simplement parce que lorsqu'on est victime de violence, il y a cette dissociation qui peut... la dissociation, c'est le fait d'avoir une vraie distance entre son corps et de mettre une distance entre son corps et son psychisme et son cerveau. Et donc, on sait que ce sont malheureusement dans la prostitution, presque 96% des personnes en situation de prostitution sont d'anciennes victimes de violences sexuelles qui n'ont pas été prises en charge. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a été victime de violences sexuelles, on va forcément finir dans la prostitution ou dans la pornographie ou ce genre de choses. Mais par contre, il y a un lien très direct. Donc la meilleure façon de protéger les personnes, c'est de repérer le plus tôt possible les victimes pour qu'elles soient le moins longtemps possible victimes de violences et qu'elles se retrouvent dans des relations plus saines et dans des vies plus saines. Comment changer la donne? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en faisant du sujet des violences un sujet désagréable comme les autres, parce que si nous on ne le fait pas parce qu'on est mal à l'aise, parce que c'est désagréable de parler de tout ça, les seules personnes qui vont en parler, ce sont les auteurs. Et il ne faut pas oublier que les auteurs, ils ont intérêt à ce que ça continue et ils ont intérêt à ce que ça se poursuive très longtemps et que ça soit et que ça reste un secret. Et donc, le message des auteurs, c'est tu n'en parles pas, c'est de faire des menaces pour continuer à exercer ces violences. Donc, comment changer la donne? En faisant un sujet régulier avec toutes les personnes de son entourage, que ce soit ses amis, ses collègues, sa famille, c'est d'en parler régulièrement, comme on parle de la bouffe, en fait, par exemple, on parle souvent de bouffe, il y a plein de sujets qu'on aborde de façon très régulière, celui-ci devrait en faire partie. Et comment combattre ces violences? C'est vraiment par la prévention et le repérage des victimes le plus tôt possible et ne plus en avoir peur. Je pense que c'est important d'avoir peur des violences parce que le jour où on n'en a plus peur, ça veut aussi dire qu'on sera en capacité de les exercer. Donc l'idée, c'est que je trouve que c'est une bonne chose d'en avoir peur parce que ce n'est pas normal. Les violences ne sont pas normales et donc moi, je trouve que c'est bien d'en avoir peur. Mais alors, juste si derrière cette question, c'était comment me sentir mieux dans l'espace public ou comment ne pas me sentir en insécurité tout le temps. Pour ça, l'idée, c'est de se dire que alors effectivement, l'espace public est un espace qui peut être hostile, mais qu'en réalité, quand on connaît bien le phénomène des violences,
elles se font généralement dans le cercle privé. Donc, je ne sais pas si ça peut aider. Et puis sinon, je vous invite aussi à télécharger l'application Appel qui, qui vous permet en tout cas d'enclencher des alertes préventives. Ça vous permettra de vous sentir un peu mieux dans l'espace public parce que au moins vous saurez que si vous arrive quelque chose, vous avez 3 personnes de confiance qui peuvent vous aider. Et puis surtout, je vous invite à la télécharger tout simplement parce que elle vous permet d'être en contact et d'avoir vraiment sous la main tous les contacts utiles et tous les dispositifs utiles. Donc voilà.